Bonjour, je vais vous présenter pour ma part les résultats de notre série qui était un peu à l'initiative de cette table ronde concernant l'évaluation de la pertinence de la chirurgie lombaire chez le sujet de plus de 80 ans et les facteurs de risque de survenue de complications. 5 centres participants avec un centre à Angers, à Paris, à Rouen et à Lorient qui nous ont permis de réaliser une étude prospective multicentrique avec 2 périodes d'inclusion. A été étudiée la population âgée de plus de 80 ans qui avait, à la date de la chirurgie, cet âge-là et une indication de prise en charge pour une sténose lombaire et ou une hernie discale lombaire. L'évaluation a été réalisée en préopératoire, puis dans l'année ayant suivi la chirurgie. L'ensemble des données ont été récupérées via la mise en commun de la base KEOPS de chacun des centres. Ensuite, on a réalisé une analyse statistique quantitative et qualitative. Et enfin, une analyse à l'aide d'une régression logistique ascendante afin de mettre en avant quels étaient les facteurs de risque de survenue de ces complications. Les données que nous avons utilisées pour notre travail sont ce qui est déjà connu, les facteurs de risque de survenue de complications reconnus spécifiques au sujet âgé ou à tous les sujets. Et les scores que nous avons utilisés pour l'évaluation fonctionnelle étaient le score SF12 et le score de sténose lombaire. Pour revenir un peu sur le score de Charlson qu'on a utilisé, c'est un score d'évaluation de risque de survenue de mortalité à 1 an, qui est assez ancien, et comme vous pouvez le voir d'emblée ici, dans notre population qui était âgée d'au moins 80 ans, on part d'emblée avec un score de 4 points en raison de l'âge, et ça va être important pour l'analyse des résultats par la suite. Le critère de jugement principal était donc l'amélioration des scores fonctionnels SF12 et sténose lombaire avec un recul minimum de 6 mois demandé, et le critère de jugement secondaire était la survenue de complications majeures ou mineures. Également, pour caractériser et catégoriser ces complications, on a utilisé la classification de Carreon avec les complications post-opératoires mineures et les complications post-opératoires majeures, qui sont en fait les complications qui risquent d'aggraver le pronostic vital. Dans notre travail, on a inclus 224 malades. 37 malades n'ont pas été inclus dans l'analyse définitive en raison soit du nombre de perdus de vue, soit de données manquantes, parce que comme vous pouvez l'imaginer, s'adresser à une population de plus de 80 ans, ça a été parfois difficile d'obtenir des questionnaires bien remplis en post-opératoire avec la dégradation cognitive. Et donc on a eu 37 malades qui ont été exclus de l'analyse définitive. Le score ASA moyen de ces malades était de 2, avec un âge moyen de 82 ans. 88% des malades de cette série présentaient au moins une comorbidité. Le score de Charlson moyen était de 6. 43% des malades avaient un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire avant la chirurgie. 17% de diabète, un BMI moyen à 26,2. 27% des patients présentaient un déficit neurologique préopératoire. Et le suivi moyen que nous avons dans cette série était de 13 mois. 94% des cas étaient une chirurgie première. On a eu autant de libérations simples que de libérations plus arthrodèses. La durée opératoire moyenne était de 90 minutes, le saignement opératoire moyen de 150. On avait 6,5% de brèche durale, une grosse majorité de sténose lombaire versus les hernies simples. 79% des malades étaient opérés par abord postérieur classique pour 21% par mini open. On avait une grande majorité des malades qui avaient plus d'un étage libéré, une durée d'hospitalisation moyenne de 7 jours et une sortie au domicile ou en SSR qui était équivalente. Les complications, on a un taux de complication global de 27%, 51 complications pour 187 malades analysés. Comme vous pouvez le voir dans les 2 tableaux, 17% de complications mineures avec essentiellement des paresthésies et des radiculalgies sans déficit associés ou bien des infections urinaires. La désorientation temporospatiale, la confusion post-opératoire dont on a parlé tout à l'heure, qui était quand même majoritaire également. Et dans les complications majeures, nous avons eu 3 décès, dont un seul imputable à la chirurgie suite à une défaillance cardiovasculaire survenue dans les 2 jours post-opératoires. 2 autres décès totalement non imputables à la chirurgie, 7 infections du site opératoire, 3 déficits neurologiques moteurs sans récupération, 2 hématorachis qui ont été repris, une pneumopathie et 2 complications digestives graves. La question de savoir s'il y a une pertinence fonctionnelle à cette chirurgie, avec une amélioration de la qualité de vie, si on compare les scores SF12 physiques avant la chirurgie et après la chirurgie à 6 mois et 1 an, on voit qu'on a une amélioration significative de ce chiffre. On voit la même chose au niveau du SF12 psychologique, et pour l'amélioration fonctionnelle, on constate également une amélioration significative du score de sténose lombaire.
Si on compare les données de l'amélioration fonctionnelle qu'on a obtenues dans cette série à celles de la littérature, en reprenant le travail de Mourad de tout à l'heure, j'ai repris juste 2 articles qui portaient sur les sujets de plus de 80 ans versus les moins de 80 ans. On retrouve la même chose, une amélioration fonctionnelle significative avant et après chirurgie qui était comparable à celle de la population jeune. Pour le taux de complications, on est pareil, relativement identique à ceux qu'on retrouve dans la littérature, que ce soit dans des travaux qui portaient uniquement chez les sujets de plus de 80 ans ou des sujets de plus de 65 ans, ou alors sur des travaux qui portaient sur la survenue de complications majeures, tout âge confondu. Les limites de ce travail, comme souvent et comme dans la grande majorité des travaux qu'on a retrouvés en faisant la revue de littérature, c'est qu'on n'a aucune donnée concernant les malades non opérés. Ce que disait tout à l'heure M. Cavagna, c'est que ne pas opérer ces malades, c'est les laisser se dégrader rapidement avec vraiment une perte de chance. Là, tous les malades qui n'ont pas été opérés, on n'a pas eu de suivi derrière, donc en réalité, on suppute ce qu'ils deviennent, mais on ne le sait pas vraiment. La perte de vue des 37 malades qui est aussi liée à la population à laquelle on s'est adressé. Bon, c'est une étude observationnelle comme souvent dans ces cas-là. Et ce qu'on peut constater, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même une sorte de présélection des malades qui, je pense, a été faite un peu par l'expérience des chirurgiens qui ont vu ces malades en consultation, parce que globalement, ils avaient un bon état général, un score ASA moyen à 2, et un score de Charlson qui était quand même assez significatif, puisqu'il était à 6, l'âge donnait un score à 4, donc ça veut dire qu'il ne présentait en moyenne que 2 comorbidités incluses dans ce score, ce qui, comparé à la population générale de plus de 80 ans, était assez faible. Pertinence de cette chirurgie, les résultats que nous avons observés nous tendent à faire dire que oui, c'est pertinent de les opérer. Un taux de complications majeur et mineur comparable à ceux de la population générale, oui. Et concernant les facteurs de risque de survenue de ces complications qu'on a essayé d'identifier, je vais laisser M. Cavagna prendre la suite pour vous les présenter. Merci de votre attention.